Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Fleurs d'avocat. Je suis Lilia-Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. J'ai interviewé en janvier des avocats qui m'ont été recommandés par vous, chers auditeurs. Ces rencontres ont été un véritable plaisir et je vous remercie pour vos contributions que j'ai hâte de partager avec vous. Je vous invite à continuer de me recommander des fleurs d'avocats. En ce moment, je recherche plutôt comme profil des hommes, des avocats de particuliers ou encore une avocate associée d'un cabinet d'affaires anglo-saxon. Si vous en connaissez, qui sont épanouis et dont les équipes, le cas échéant, sont épanouies également, n'hésitez pas à m'en faire part. Je ne vous embête pas plus avec mes problématiques de production et vous invite à découvrir la 3e reconversion professionnelle de Fleurs d'avocat. Cette histoire est celle de Cécile Pétureau. Cécile, qui nous vient tout droit du Gers, a exercé comme avocate pendant 1 an au barreau de Paris en droit social chez Jeantet, un cabinet de droit des affaires français. Submergée par un stress et par une pression qu'elle s'imposait et qu'elle n'arrivait pas à réguler, elle décide, le jour de son anniversaire, de quitter la profession sans savoir ce qu'elle allait faire par la suite. Elle s'épanouit aujourd'hui comme naturopathe et nous raconte son cheminement. Merci à Carlos Serret pour la mise en relation. Bonne écoute et peut-être à ce soir pour la 2e édition des rencontres Fleurs d'avocat auditeurs. Bonjour Cécile Pétureau. Bonjour Louise. Merci d'être mon invitée sur Fleurs d'avocat. Je t'en prie, avec grand plaisir. Alors Cécile, raconte-moi comment et pourquoi tu es devenue avocate. Alors, je suis devenue avocate tout d'abord parce que j'ai fait des études de droit. Pourquoi tu as fait des études de droit? J'ai fait des études de droit parce que en fait j'avais 2 voies qui s'ouvraient à moi, le droit ou l'école de commerce. En tout cas c'était le 2 voies que j'avais identifiées. Je savais en fait pas vraiment ce que j'allais faire de ma vie, un petit peu angoissée au départ. Et puis je me suis dit, choisis 2 voies qui te permettront d'avoir le plus d'opportunités possible, des choses assez larges. Et voilà, entre les 2, mon corps a balancé et puis je suis partie dans le droit. Et cette idée que le droit ça allait t'ouvrir des portes larges, c'est ta famille, c'est le lycée ou c'est une idée comme ça que t'avais, une imagination? Alors j'ai 2 parents qui ont fait du droit, donc ça aide, ou ça aide pas, je sais pas, mais en tout cas voilà, ça donne des idées. Et puis c'est le fait, je me souviens, j'avais rencontré une copine de copine qui était dans le droit, qui était épanouie et qui s'était dit qu'elle serait pas avocate mais autre chose, qu'elle ferait peut-être du journalisme, enfin voilà, je me suis projetée dans quelque chose qui de toute façon me permettrait d'avoir une culture générale, une ouverture, une rigueur, quelque chose qui me servirait à quelque chose d'autre si c'était pas l'aboutissement premier. Et comment se sont passées tes études de droit? Plutôt bien, plutôt très bien, tout en sachant qu'à chaque fin d'année j'avais l'espoir d'avoir une révélation qui me permette d'identifier un métier dans lequel je pourrais me projeter parce que j'aimais beaucoup le raisonnement juridique et je me souviens que j'adorais mes TD de cas pratiques et le fait d'être confronté à une problématique, de délier un fil, de trouver des solutions pour arriver à quelque chose qui soit clair à l'issue de tout le déroulement juridique. Mais pour autant, je me voyais pas forcément juriste d'entreprise, avocate, ça me faisait pas rêver non plus. Qu'est-ce qui te faisait pas rêver justement? En fait, on avait, alors notamment à partir du Master 1, Master 2, en intervention des profs qui étaient professionnels. Et en fait, je les trouvais au bout de leur vie et pas... L'image qu'ils me renvoyaient était pas du tout épanouissante, en fait. En plus, moi, j'ai fait mes études à Toulouse. Alors, il y a beaucoup d'avocats à Paris, il y en a encore plus à Toulouse. Les salaires sont pas les mêmes et je me souviens d'avoir eu l'impression que c'était un métier très dur et pas forcément valorisé financièrement. Alors bon, il y en a plein de métiers dont c'est le cas, mais bon, j'avais du mal à me dire, vers 22-23 ans, que j'allais faire un métier hyper compliqué pour en plus gagner des pâquerettes, quoi. Ouais. Voilà. Et donc, ça t'attire pas forcément, Mais pour autant, je me retrouve en fin de Master 2, après mon stage final, et je me dis... Et ton stage final, justement, t'as fait plusieurs... Parce que stage final veut dire que tu es rentrée à l'école. Non, je me suis mal exprimée, c'est le stage de fin de Master 2 en fait. D'accord, voilà. Stage de fin... C'était ton premier stage? C'était... non, j'en ai fait dès la licence. Et comment se sont passés ces stages? Où est-ce que tu les as fait? Alors, je les ai fait en cabinet d'avocat, systématiquement. Le dernier, il a dû durer 1 mois, c'était plus long. Alors, celui-ci, il était en entreprise. J'avais fait, licence Master 1 en cabinet, le dernier en entreprise, dans le service fiscalité d'une grosse boîte. Comment et pour ça le s'était coup, passé à chaque fois? Alors, bien, parce que pour le coup, la stimulation intellectuelle, elle était là. Parce que je suis tombée sur des avocats qui m'ont un peu... challenger, en me donnant des conclusions rédigées alors que j'étais en master 1 et juste bon. Donc effectivement, très enrichissant.
et très intense en fait, parce que ce qui a ses avantages et ses inconvénients dans le métier d'avocat, c'est que tout d'un coup il y a un truc qui tombe et voilà, il y a un coup de pression et il faut faire vite, ou en tout cas voilà, il y a une action tout de suite à réaliser, et ça c'est faut être réactif. Voilà, c'est du bon stress. Alors au départ je me suis aperçue par la suite que c'était un stress qui m'allait pas, mais voilà, donc mes stages se sont plutôt hyper bien passés. Le dernier en entreprise, parce que justement je voulais avoir les deux visions, puisque j'arrivais en fin de cursus, et savoir si j'allais plutôt vers l'entreprise ou vers le cabinet d'avocat, qui s'est très bien passé aussi, mais pour autant je me suis pas dit je me vois dans une direction juridique à terme. Donc parce que tu te souviens un peu, parce que pour le coup le coup de boost il n'était pas nécessairement présent en entreprise. En tout cas j'ai pas eu l'occasion d'y être confrontée, voilà, pas que en tout cas pas dans ton stage, mais voilà, pas l'occasion de mon stage, et donc j'ai trouvé ça quelque chose qui me correspondait moins sur le moment. Il te manquait un peu d'adrénaline. Ouais, c'était ça, très certainement. J'en ai eu beaucoup plus beaucoup plus. Après t'as eu une surdose. Voilà, j'ai eu ma dose du coup. Mais donc du coup je me suis dit que je voulais pas le regretter, et que finalement je savais que voilà, préparation du concours c'est compliqué, c'est pour le coup beaucoup d'adrénaline et de travail pendant une période courte, mais voilà, c'était l'idée, je regrette pas, je tente. Je me souviens de m'être dit que si je l'avais pas du premier coup, je partais faire un tour du monde, et histoire de m'ouvrir à des horizons que pour l'instant j'avais pas identifiés, parce qu'au final je savais toujours pas ce que j'allais faire de ma vie. Donc et ça t'inquiétait, ça ? Beaucoup. Mais depuis finalement voilà, dès 17 ans à l'issue de mon bac, je savais déjà pas, et finalement 5-6 ans après c'était toujours pas identifié, et cette idée d'avoir quelque chose d'utile, de concret, de servir à quelque chose, c'était un truc et ça l'est toujours, hyper important pour moi, et ça me manquait et m'angoissait de pas savoir ce que j'allais faire. Donc concours d'avocat que j'ai du premier coup. Étonnant, parce que quand même tu te dis que ton alternative c'est partir faire le tour du monde. Moi personnellement limite je l'aurais loupé en faisant exprès. C'est surtout qu'effectivement je l'ai eu du premier coup, et puis là je me suis dit on a la possibilité de pas rentrer à l'école tout de suite, on peut effectivement décaler. Et en fait, je me suis laissée prendre par le stress il faut trouver ton stage final en cabinet d'avocat, en entreprise, donc les 2 stages d'école, et si tu pars un an et que tu reviens, est-ce que tu vas réussir à avoir la belle boîte, le beau cabinet, et puis c'était reparti comme ce que j'avais finalement fait depuis ma première année de droit. L'engrenage du coup je veux le meilleur stage, et voilà, par peur de pas être à la hauteur ou de réussir si je décalais d'un an. Donc du coup je suis entrée à l'école à Paris, donc, à Paris, à l'EFB, puisque du coup mon dernier stage de master 2 je l'ai fait à Paris, donc je me suis inscrite à SAS et j'ai fait l'IEJ là-bas, donc l'EFB à Paris, et mes 2 stages en entreprise à la Société Générale. Et comment ça s'est passé ? À la direction des RH. Ça s'est très bien passé aussi. Oui, parce que toi, t'étais spécialisée en droit social. Ouais, tout à fait. Voilà. J'ai fait un DGCE en fait, donc droit des affaires, généraliste en droit des affaires. Et puis j'ai fait une spécialisation en droit du travail. Donc du coup, voilà, c'était vers le droit du travail que je m'étais tournée. Et donc ce stage à la DRH donc RH de la SOG, très bien passé. Mais pareil, ce coup d'adrénaline et finalement cette stimulation intellectuelle m'a manqué en fait. Non pas qu'il n'y en ait pas, clairement pas, mais voilà, c'est deux jobs différents. Et puis quand on est dans des grandes structures, c'est aussi très segmenté. Et ça, j'ai tout à fait consciente que dans des structures qui peuvent être plus petites, le juriste peut être amené à faire beaucoup plus de choses que dans une grosse machine comme la SOG, où effectivement, voilà, il y a des pôles, des équipes, et donc du coup, amené à traiter plus des petites questions ou des petits points que des problématiques dans leur globalité, simplement parce que c'est pas possible à faire dans ce type de structure. Donc ça a été le premier stage, et le dernier c'était chez Francis Lefebvre en droit du travail aussi. Et en fait il s'avère que pendant que je préparais l'IEJ, j'avais déjà fait un stage chez eux, je me souviens plus, 3-4 mois en conseil, et donc du coup j'ai intégré la même équipe, mais de ce fait en contentieux, pour avoir les deux aspects de la profession. Donc je suppose que si tu as voulu retourner chez eux, c'est que ça s'était bien passé la première fois. Oui, ça s'est toujours bien passé. Ouais. Non, ça s'est toujours bien passé. Et j'ai toujours... et mon stage final ne m'a pas empêché de... En fait, je me suis pas dit, jamais de la vie je deviendrai avocate à l'issue de ce stage final. En fait...
Je me suis dit c'est compliqué. Alors là c'était 6 mois, c'était un contentieux, donc pour le coup les coups de bord on les a plus, enfin alors plus ou moins en conseil, je sais pas, enfin en tout cas c'est différent. Donc pour le coup là j'ai bien perçu la part de stress et de pression qu'il pouvait y avoir, d'autant plus, voilà, encore plus qu'à l'occasion de mes précédents stages. Mais finalement, la stimulation intellectuelle prenait toujours le dessus. C'était dur, mais la gratification d'écrire des conclusions qui plaisent et que ça soit plaidé et qu'on soit content de ce qui avait été fait et qu'on gagne. Et voilà, tout ça faisait que ça prenait le dessus sur la contrainte de temps et de pression que je pouvais ressentir. Et comment ça se passait avec l'équipe ? Très bien. Là en contention, on était une petite équipe avec une jeune avocate qui justement j'avais rencontrée quelques années auparavant, qui était elle-même en stage final et qui du coup avait été intégrée. Donc oui, hyper formateur et une équipe très bienveillante, donc hyper bien. Donc pareil, pas de quoi te dire oh là là, je suis chez les fous, il faut que je parte d'ici. Non, c'est ça. Ouais. Et puis fin de stage final et du coup recherche de collaboration. Et j'intègre l'équipe, une des 2 équipes de droit du travail chez Janté. Et voilà. Là, tu te dis pas, par exemple, bon, ça y est, je suis avocate, j'ai fait mes stages dans des belles structures, Société Générale, Francis Lefebvre. J'avais envie de faire ce voyage, peut-être que c'est le moment de le faire avant de commencer à mettre les pieds dedans. Mais non, en fait, je flippe. Je me dis, si tu trouves pas ta collab maintenant, tu reviens dans 1 an et t'as tout oublié. Et comment tu justifies d'être partie 1 an ? Et voilà, donc... Et t'avais la sensation que c'était quelque chose qui était un peu une pression extérieure, je sais pas, des personnes autour de toi qui auraient pu dire non mais la concurrence est telle que... Non, c'était vraiment une pression interne. Après, on est tous dans le même panier à la fin du stage final. Clairement, chez Francis Lefebvre, on était plus d'une quinzaine de stagiaires. On s'entendait tous hyper bien, mais n'empêche qu'on postulait tous dans le même cabinet. Et la pression, elle est quand même hyper palpable parce qu'on voulait tous de belles structures et c'est vrai que voilà, il y avait ma propre pression de je veux rentrer dans la vie active, je veux gagner ma vie, je veux m'installer et puis la pression ambiante de la concurrence en fait. Ouais. Voilà. Et tu te souviens, tu viens de dire on voulait tous rentrer dans des belles structures, tu te souviens de ce que ça voulait dire pour toi une belle structure ? Alors il y avait ceux qui voulaient dans les cabinets anglo-saxons. Clairement, moi, dès le départ je me suis dit je vais mourir, c'est pas la peine. Ouais, t'avais cette image cabinet anglo-saxon égale conditions de travail. C'est ça, hyper compliqué. Ouais. Et pour le coup, je me souviens que dans ma promo, il y en a une qui a intégré ce type de structure. Et ça m'a pas du tout étonnée parce que pour le coup, alors je vais pas dire hyper forte parce que j'étais pas faible, mais dans le sens, une capacité de prise de recul et de force de caractère et de... elle savait que... ça lui correspondait. Et pour le coup, une capacité de faire face au stress qui était probablement, que j'avais déjà identifié, bien plus supérieure à la mienne. Ouais. Donc, t'avais déjà un petit peu senti que... Ah oui, clairement. Clairement parce que perfectionniste et parce que du mal à prendre du recul sur les exigences et les deadlines et ce genre de choses. Donc ça se matérialisait comment dans ton quotidien ? Comment tu l'avais ressenti ? Tu t'étais dit non mais là c'est pas possible que je me mette une telle pression. Je le ressentais, le fait de pas réussir à décrocher en fait. Donc effectivement dès mon stage, alors dans une moindre mesure mais déjà un petit peu, et après le fait que j'avais beaucoup de mal le soir en rentrant à ne pas y penser, le week-end à ne pas y penser, alors que bon finalement, donc du coup je vais un peu plus vite dans l'historique, mais je suis restée avocate un an seulement, et alors on dit souvent que c'est les premières années qui sont aussi les plus dures, parce qu'après on arrive à prendre un recul qu'on n'a pas forcément au départ en tant que junior, mais c'est vrai que voilà, au bout d'un an, bien sûr que je gérais mieux les choses, mais c'était encore déjà très très pesant quoi, et suffisamment pesant pour que je me dise bon, c'est pas fait pour moi, la stimulation intellectuelle elle prend plus le dessus sur les contraintes que je vis ou que je ressens, et du coup je veux trouver quelque chose qui me permet de m'épanouir réellement quoi. On va y revenir, et pour revenir un petit peu sur cette notion de beau cabinet, donc tu viens de dire qu'il y avait ceux qui avaient en tête vraiment clairement les anglo-saxons, toi c'était pas ce à quoi tu pensais. En revanche, et donc pour toi c'était quoi un beau cabinet ? C'était un cabinet d'une taille suffisante de façon à avoir des dossiers intéressants, et une rémunération intéressante aussi, clairement, pour être hyper franche. Je m'étais dit que voilà, et puis on était tous pareils,
On s'était tous tapé voilà, 6-7 ans de droit, des études qui sont dures, un métier qui va être dur, et donc du coup... Clairement, tu ne te voyais pas au tarif UGA. Non, ouais. clairement. Et ouais, ça c'était vraiment... Et tu t'étais pas dit, bon ben peut-être que je serais dans un cabinet avec moins de... avec des honoraires moins importants, mais peut-être que je pourrais plus développer de clientèle personnelle. Bon, en plus, en droit social, où quand même la clientèle personnelle peut se développer facilement. Ouais. Non, c'est pas... C'est vrai que l'assurance financière était hyper importante. Et donc, je préférais... ouais, j'ai fait le choix de préférer une sécurité financière plutôt que une marge de manœuvre ou un temps de travail plus libre. Et aussi parce que je voyais très bien autour de moi que, y compris les collabs qui étaient dans des petits cabinets, des petites structures qui étaient censées leur permettre d'avoir plus de temps à côté, c'était pas du tout le cas. Et ils pouvaient avoir des horaires aussi durs que dans des cabinets anglo-saxons ou dans des structures plus importantes et être payés au tarif UGA. Donc finalement, la taille du cabinet veut pas... voilà, sans vouloir faire de généralité, parce qu'il y a toujours, voilà, chaque cabinet... Non, mais toi, de ce que tu voyais n'empêche autour de l'impression que j'avais et de ce que je voyais autour de moi, la taille du cabinet influait pas nécessairement sur le temps disponible que tu pouvais avoir à côté. Pour tes dossiers personnels. Ouais. Donc tu es recrutée chez Janté. Est-ce que tu avais d'autres propositions ? Oui. Et je pourrais même pas te dire les noms parce que... C'est pas grave. Mais comment t'as fait ton choix du coup ? C'était la rencontre avec l'associé. Alors il y avait 2 associés, donc j'ai rencontré les deux l'un après l'autre. Et c'est le feeling et bon, c'est beaucoup... Enfin, avant tout, il y a beaucoup d'humains avant tout, même si voilà, c'est un métier très dur. C'est la personnalité des associés qui m'a plu. Le fait que je me projette dans l'équipe, voilà. En l'occurrence, dans leur personnalité, tu te souviens des petites choses où tu t'étais dit en sortant de l'entretien, ah bah il y a ça qui m'a plu, ou ah tiens ça m'a touché. Ouais, je me souviens les avoir trouvés, avoir identifié une intelligence, ça veut tout et rien dire l'intelligence, mais en tout cas comment dire, voilà, des compétences juridiques qui avaient transparu, qui transparaissaient à l'occasion de l'entretien, et ça voilà, c'est quelque chose qui m'a marqué. Et puis ensuite c'est la personnalité des deux, donc c'était un homme et une femme, que j'ai trouvé à la fois très carré, mais il y avait une bienveillance qui transparaissait, et puis on a rigolé, voilà, le feeling est bien passé. C'est ça. Et t'as intégré tout de suite du coup Et non, parce que je me souvienne, stage final, on le termine fin juin. Ouais, c'est ça, fin juin. Donc je passais mes entretiens à cette époque, à ce moment-là. Et ensuite j'ai intégré le cabinet mi-septembre, puisqu'on avait des examens de fin de cursus en août-septembre, voilà, c'est ça. Et pendant ces mois, en plus de réviser ton CAPA, du coup, t'avais pris un peu de temps pour toi quand même ? Oui, j'étais partie, c'était super, j'étais partie 3 semaines en Californie. Je m'étais dit que j'aurais pas de sitôt 3 semaines d'affilée, donc du coup c'était un beau break, c'était génial. 3 semaines en Californie, et puis ensuite je me souviens être rentrée pour bosser, j'avais dû poster, je sais plus si c'était 3 semaines, un mois pour les examens finaux du CAPA. Et donc tu commences chez Janté. Et du coup je commence chez Janté. Comment ça s'est passé ? Je suis dans un bureau avec une collab plus senior, adorable, que je remercierai jamais assez d'avoir fait tout ce qu'elle pouvait pour réussir à ce que je gère mieux mon stress. Je me souviens même que pour ma prestation de serment, elle m'a acheté une petite BD que j'ai encore sur l'histoire d'une avocate hyper stressée, hyper drôle, donc hyper bienveillante. Ça se passe bien avec l'équipe, mais voilà, je me mets tout de suite beaucoup de pression. C'est compliqué, c'est très vite compliqué. Les associés sont contents de ce que je rends, donc c'est super, mais en même temps, le matin, j'ai quand même la boule au ventre et je commence à pas bien dormir, voilà. Donc, c'était les deadlines, t'avais peur de pas être dans le temps et en heure, Ouais. Et puis d'être passé à côté d'une information. Ouais, voilà, toutes les peurs des juniors quand on leur finit une recherche et qu'ils sont pas sûrs, d'avoir tout bien fait, de bien avoir compris la problématique. On travaillait beaucoup en anglais, l'anglais que je maîtrisais, mais n'empêche que c'était un exercice particulier aussi, donc tu mets du temps au départ. Il y a un souci de facturation qui a son importance aussi, donc tout ça faisait qu'effectivement, j'ai géré de mieux en mieux, mais les débuts ont été compliqués, et rapidement je me suis dit que ça allait être compliqué.
Mais, tu te souviens un petit peu de ce moment, du coup t'as intégré mi-septembre, tu te souviens à peu près à quel moment de l'année tu t'es dit non mais en fait ça va être compliqué, c'est pas sain, je m'en sors pas physiquement parlant. Ouais, je me le suis dit très très rapidement, mais je me suis dit que ça allait passer. Enfin, de toute façon, voilà, et clairement, en toute objectivité, à la fin de septembre de l'année qui suivait, je gérais beaucoup mieux qu'au premier jour de ma collab, c'est une certitude. Mais bon, c'était quand même difficile. Je pense qu'au bout de 6 mois, je me suis dit vraiment là, ça commence à être dur. Et c'est vrai le fait que c'est un cercle vicieux et c'est drôle parce que, enfin drôle, beaucoup de personnes me consultent pour des problématiques de stress, de sommeil, donc c'est des choses que j'ai vécues. Donc pour le coup, bon, je trouve voilà, je suis d'autant plus à même de les comprendre et de trouver des outils qui soient adoptés parce que moi-même malheureusement je les ai pas trouvés à l'époque. Mais voilà, c'est un cercle vicieux qui fait que bon, moins tu dors bien, plus t'es fatigué, plus t'es sujette au stress et à l'hypersensibilité et à la mauvaise gestion de tout ce qui peut tomber dessus. Donc voilà, c'est un serpent qui se mord la queue. Qu'est-ce qu'elle t'avait conseillé, ta bureau? Tu as dit qu'elle te donnait plein de conseils. Ouais. C'était beaucoup de relativiser. C'était qu'il n'y a pas de mort d'homme et c'est voilà, la confiance en ce que je pouvais rendre et ouais, vraiment voilà, la prise de recul que j'avais beaucoup de mal à moi adopter de moi-même, quoi. Et tes associés, tu leur en as parlé? Oui, oui, bah de toute façon ils voyaient bien que je suis quelqu'un de plutôt très souriante à partir du moment où de plusieurs semaines d'affilée ils voyaient que le sourire s'amoindrissait. Ils se sont dit qu'effectivement ça a commencé à être difficile et puis c'est vrai que je leur ai dit. Donc ils m'ont à plusieurs reprises rassuré sur le fait qu'eux ils étaient hyper contents et que voilà, il n'y avait pas besoin que je me mette une pression monstre et pour autant j'y arrivais pas, quoi. J'y arrivais pas parce que quand bien même les associés sont contents de ce que tu rends, c'est hyper gratifiant, mais ça n'empêche pas que quand tout le monde est sous le coup de bourre, il faut cravacher et puis la pression tu te la prends de plein fouet ou pas en fonction de la pression qui tombe sur eux aussi, et donc même si a posteriori ils sont contents, n'empêche que bon, il a fallu rester voilà, jusqu'à 23h ou rester parce que le truc est tombé et qu'il faut le terminer tout de suite à l'instant T, quoi. Et j'insiste sur le fait que j'avais pas de soucis bipolaires oui, non mais voilà. Ça transparaît très clairement dans ton discours, hein, que c'est une pression que tu te mettais toi, que c'était clairement. Pas donc il y a la pression du job parce qu'il y a des deadlines, parce qu'il y a des trucs à rendre et clairement ça on l'a tous, mais je suis pas tombée dans une équipe de fous non plus, quoi. Voilà. Mais j'allais te demander par rapport à l'organisation, tu dis voilà, il y a ces deadlines, il y a ces choses qui tombent et c'est un peu inhérent au métier. Est-ce que tu avais l'impression que l'organisation était adaptée, votre organisation en tant qu'équipe, enfin sans reproche? Oui, ou est-ce qu'il y a des moments où tu te disais quand même on aurait pu faire autrement? Non, parce que on était une grosse équipe avec 2 associés, des seniors, des juniors, donc moi j'étais la dernière arrivée, donc première année, j'avais été deuxième année, puis troisième année, donc non, une équipe plutôt bien complète et complémentaire. Et complémentaire, ouais. Les rouages étaient bien huilés. Ouais, pour le coup j'ai pas identifié typiquement de manque de personnel où t'es obligé de faire le travail de 3 et ou pas de seniors à qui te référer parce que l'associé est inaccessible, ça c'était pas du tout le cas. Du coup, à quel moment, parce que t'as très vite identifié que t'avais ce problème de stress, à quel moment tu t'es dit, comme tu disais tout à l'heure, en fait là la satisfaction intellectuelle n'est plus assez forte, et au contraire c'est mon stress, c'est mon état physique qui prend le dessus et ça va pas? En fait j'ai eu le déclic pour mon anniversaire, c'est drôle, c'était le soir de mon anniversaire et donc tu es de l'été, c'est ça? Donc 11 juin. Et il était 20h et j'étais toujours au cabinet parce que il y avait un truc qui venait de tomber. Et je me souviens que j'avais prévu un dîner avec ma mère et une amie et que je leur envoyais des textos en leur disant je suis désolée, mais en fait j'arriverai pas avant 21h, 21h30. Et je me suis dit merde, alors c'est bête parce que l'anniversaire c'est un jour comme un autre finalement, mais je me suis dit c'est pas possible à 20h il y a un truc qui tombe et t'es obligé de rester et puis voilà, t'as pas de soirée comme voilà. Et ça a été et puis cette angoisse de faire attendre les gens, voilà, qu'une fois de plus il y a un truc qui tombe à l'eau parce que et ça je sais que les filles quand j'étais arrivée qui étaient en deuxième année m'avaient prévenu, première année
bon, finalement, tu prévois pas grand-chose en semaine parce que tu sais qu'au dernier moment, ça peut tomber à l'eau, quoi. Et effectivement, régulièrement. Et puis finalement, tes horaires normaux de dîner, c'est du 21h, 21h30. On va dire les gens normaux de la vie normale, on est plutôt sur du 20h, 20h30. Donc en fait, faire poireauter les gens jusqu'à 21h30, bon, à moins de dîner avec des autres copines avocates, il se trouve que j'en ai beaucoup aussi, c'est pas possible en fait, donc tout est en décalé. Donc voilà, il y avait... Puis, du coup, ça veut dire que tu rentres pas chez toi avant 23h30 minuit, et donc c'est ton sommeil qui prend. Et... C'est ça. Donc voilà, le déclic, ça a été en juin, le soir de mon anniversaire. Et ça a été le déclic, c'est-à-dire le déclic, en fait, là c'est plus possible, il faut que je quitte. D'accord. Ce jour même, tu t'es dit, bon, je crois que j'ai plus envie. C'est ça. Et je me souviens plus des dates, mais j'ai démissionné, je pense, fin juin, le temps que je fasse mon préavis. Voilà, ça a été... je pense que dans les 15 jours qui ont suivi, ça a été... Et comment t'as vécu cette prise de décision ? Je me souviens que quand j'ai pris la décision, de toute façon, toutes les personnes qui ont démissionné te diront la même chose, c'est un grand soulagement. Un mélange de peur, parce que du coup, c'était... finalement, je repars à zéro. Puis tu savais pas ce que t'allais faire encore. C'est 10 ans plus tard, mais je sais toujours pas ce que je veux faire. J'ai pas de plan B, la sécurité financière, elle tombe à l'eau. Donc un mélange de peur et de grand soulagement, de se dire ça y est, c'est terminé, je passe à autre chose. T'en as parlé à ta maman ? Oui, oui. Et, le soir même de ton anniversaire ouais. Et en fait, j'y pensais depuis longtemps, mais le souci d'indépendance financière était hyper important. Et je savais très bien que si je quittais le cabinet et que je démissionnais, l'indépendance financière, je pourrais pas l'avoir, clairement. Et en fait, on en a parlé longuement et elle m'a dit, moi je peux t'aider et payer ton loyer le temps que tu trouves ce que tu vas faire. Et ça a été du coup un poids en moins, quelque chose qui m'a beaucoup rassurée et qui m'a permis de me dire, je me permets de démissionner et de trouver un petit job et de toute façon, je voulais rapidement, quoi qu'il en soit, trouver ce que j'allais faire. Mais en tout cas, cette sécurité de se dire, je savais très bien que j'allais pas être à la rue, mais cette sécsécurité de pouvoir arrêter et de tout de même pouvoir avoir un loyer à payer. Je comprends, moi j'ai eu la même chose. C'est un moment où je me disais, non mais ça peut plus continuer. Et j'ai eu mes parents au téléphone et ma mère m'a dit, écoute, puisque moi dans ma tête, j'allais continuer à travailler en tant qu'avocate, faire les études qu'il fallait pour et faire une transition progressive et puis en fait quitter la robe et puis commencer à travailler direct après et tout. Et donc finalement sans étape sans revenu. Mais en fait je me suis rendu compte que ça n'allait pas être possible et c'est en parlant avec ma mère et c'est elle qui m'a dit, écoute, là si ça va pas et si tu ne sens pas de continuer, on t'aidera, on peut t'aider, donc on t'aidera et voilà. Et ça a été un point en moi énorme. Exactement. Et après... mais du coup, le fait que tu me dis ça, je me souviens que, parce que j'avais oublié, avant de démissionner, j'avais fait appel, je commençais à chercher des coachs en reconversion qui me permettent de m'aider. Et justement, mon objectif, c'était, en parallèle du travail en cabinet, faire une recherche de moi-même de façon justement à ne pas avoir de période de sans revenu. Et en fait, alors je me souviens de cette coach avec qui j'ai fait quelques séances, mais du coup, si tu veux la citer, mais alors du coup c'est pas celle que j'ai retenue par la suite, donc du coup je te donnerai celle que j'ai retenue par la suite, parce que cette première là, on a dû faire 2-3 séances et en fait elle m'a rapidement dit il faut que vous vous investissiez davantage dans cette remise en cause et cette recherche. Là clairement, tôt le matin c'était compliqué, tard le soir c'était compliqué, le week-end aussi, et finalement c'était que les créneaux que j'avais de dispo. Et je me souviens que j'avais été assez contrariée parce que je m'étais dit en fait du coup je peux pas parce que j'ai des horaires qui ne me permettent pas, et je me souviens que je lui en avais voulu parce qu'en fait matériellement je pouvais pas être à 100% dans ce que je faisais, parce que j'allais pas faire la dilettante au cabinet pour pouvoir partir plus tôt et réfléchir sur ce que je pouvais faire. C'est-à-dire que t'avais pas encore déposé ta démission. C'est ça, et en même temps je voulais pour me rassurer et pour réussir à faire les deux en même temps, travailler de mon côté, et voilà, bref, mais tout à fait, tout ça a fait que je me suis rapidement aperçue que c'était pas possible en fait, que j'avais pas l'esprit suffisamment libre pour que le week-end faire des lectures, rencontrer des gens pour voir ce que je voulais faire. En fait le week-end j'avais qu'une envie, c'était dormir en fait. Dormir, faire du sport, mais pas me prendre la tête sur quelque chose qui au fond m'angoissait, parce que te dire à 27 ans que tu sais toujours pas ce que tu veux faire, mine de rien c'est angoissant. Donc je me suis rapidement aperçue que le doublon n'était pas possible. Voilà, en tout cas pour moi. Et donc le fait que ta mère te dise qu'elle allait pouvoir t'aider,
ça a été un peu comme ça a été le déclic pour poser ta démission. Pour me dire, je peux me permettre de démissionner et te dédier à cette reconversion et me te dire, voilà, dessus. c'est ça. Je me prends 6 mois pour ne faire que ça et que ça aboutisse et rapidement. Comment s'est passé justement, alors déjà ton préavis, comment ça a été pris au cabinet? Très mal par un des 2 associés, qui l'a pris pour lui en fait, comme une trahison. Du coup ça m'a fait, je me souviens avoir été touchée touchée dans le sens négatif, attristée par sa réaction, parce que c'était pas du tout contre lui, et de toute façon c'est ce que je leur ai expliqué quand j'ai posé ma démission, qu'en fait je voulais plus être avocate, donc c'était pas le cabinet en lui-même. Donc effectivement je me souviens, je sais plus, pendant une semaine, 10 jours, il m'a pas adressé la parole. Il devait tenir à toi. Oui, très certainement. Et puis bon, ça c'est il a été, on a réussi à recommuniquer, et puis il m'a dit quand je me suis partie, je me souviens le dernier jour, si vous voulez revenir, la porte est grande ouverte, donc c'est hyper valorisant à entendre. Donc voilà, ça a été un peu compliqué. Après le préavis s'est très bien passé, parce que de toute façon il était hors de question que je sois dilettante, et donc j'ai continué à être rigoureuse et à faire ce que je devais faire. Mais du coup avec une pression qui était moindre, et forcément j'ai quand même bien mieux vécu que les mois qui venaient de se passer, quoi. Voilà. Et la fin de ton préavis arrive, et là ça y est, c'est le vrai saut dans le vide. C'est ça. Donc tu te souviens du premier jour où tu t'es pas levée pour aller au cabinet? Non, le premier jour de chômeuse. C'est pas très glorifiant. Je me souviens plus, et du coup je me demande si je sais pas, si je me souviens même plus si ça y est, je m'en souviens. Je suis partie en vacances. Je suis partie en vacances et ça m'a fait beaucoup de bien. Et puis je suis rentrée à Paris, et là je t'ai dit que j'avais vu une coach en reconversion que je n'avais pas retenue. Avant de démissionner, j'en ai trouvé une autre. Et elle a commencé à m'accompagner avant que je démissionne. Avant finalement que c'est ça. Et donc du coup on avait établi tout un planning, tout un agenda, et donc j'ai rapidement commencé ces séances, puisqu'on était sur 10 séances, ça se passait sur 6 mois. Voilà. Et ça t'as commencé dès l'été? Et ça, du coup, tu vois, je me souviens plus des dates. Je pense que j'ai dû en faire peut-être une ou deux dès l'été, et puis ensuite à fond à la rentrée. Et tu veux nous en parler de ces séances de coaching? Ça a été hyper enrichissant, parce que finalement, comme beaucoup, j'avais la tête dans le guidon depuis des années, et le fait de se concentrer sur les études, que les études fait que j'avais pas identifié de passion, je savais pas vraiment. Alors si, je savais que j'aimais faire les boutiques, aller au cinéma et faire des bons restos, ça c'était une certitude, mais bon, je voyais pas vraiment comment j'en faisais un job. Mais sinon, identifier ce dans quoi j'étais vraiment bonne, ce dans quoi je l'étais moins, ce qui était important pour moi dans le cadre d'un job, tout ça c'était quelque chose auquel j'avais absolument jamais réfléchi. Et puis c'est compliqué de se dire je me prends une après-midi et je réfléchis à ce que j'aime, ce que j'aime pas, tout seul en fait. Ça semble un peu auto-centré, ce moment où tu dis bon, je vais m'analyser. C'est ça, en fait, et pour moi c'était plutôt source d'angoisse qu'autre chose. Donc le fait que ce soit avec un regard externe, objectif, de façon ludique, tout ça a fait que j'ai beaucoup appris sur moi. Et alors je les regarde plus, mais on faisait ça sur des paperboards, et donc j'ai une dizaine de paperboards sur mes forces, mes faiblesses, ou ce que j'aime, ce que j'aime pas, ce qui m'a pas plu dans mon précédent job, et donc ce que je veux absolument pas retrouver, ou au contraire ce qui m'a manqué et que j'aimerais retrouver. Des choses auxquelles on réfléchit pas tout seul en fait. Donc ça a été hyper enrichissant. Ça n'a pas non plus été une partie de plaisir ces 6 mois, parce que c'est une introspection qui est pas hyper forcément toujours agréable, parce que c'est compliqué de savoir ce qu'on aime en fait, et ce qu'on veut. En fait, quand j'ai démissionné, j'avais une lubie, c'était être serveuse. Ça faisait hyper longtemps que je voulais faire ça. Donc je l'ai fait quelques... Qu'est-ce que ça représentait pour toi? Ça représentait la liberté, c'est drôle. Et puis je t'avoue que j'étais arrivée à un seuil où finalement cette stimulation intellectuelle, j'en étais dégoûtée. J'avais l'impression que je voulais plus réfléchir en fait. Donc du coup non pas que on réfléchisse pas quand on est serveuse, mais n'empêche que il y avait cette j'avais plus envie de me prendre la tête en fait. Et puis je voulais ce contact avec les gens que j'avais pas dans mon job. Donc j'ai fait ça
Alors j'ai fait ça quelques jours et puis bon, problème de cheville, j'ai pas pu poursuivre dans un resto à côté de chez moi que j'adore et où je suis revenue après et où, voilà, où je reviens régulièrement. Et puis donc ça juste quelques jours et puis après plusieurs mois dans un autre resto dans le Marais où j'allais beaucoup, j'étais une fidèle cliente et du coup j'ai fait ça plusieurs mois. Comment tu t'es présentée? En fait, ils me connaissaient déjà un peu parce que pour le coup j'y allais vraiment tous les week-ends. Et j'ai dit au gérant avec qui j'avais sympathisé que voilà, j'étais avocate et que j'avais arrêté. Et en fait, derrière cette idée de service, il y avait aussi l'idée d'ouvrir un resto ou un bar à vin. C'était un projet que j'avais, une idée que j'avais. Et vu que le resto était assez récent, je me suis dit, je vais être aux côtés du gérant et je vais pouvoir voir ce que c'est la vraie vie d'un restaurateur et voir si effectivement c'est quelque chose dans lequel je veux me lancer ou pas. Je me suis aperçue que c'était très 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 dur comme job. Donc ça a été une des personnes que j'ai côtoyées et j'en ai côtoyé d'autres pour voir effectivement, notamment une gérante de bar à vin pour voir ce que c'était en vrai en fait, derrière l'image qu'on a du type cool derrière son bar. Et au bout de quelques mois, je me suis aperçue que c'est une activité qui est très fatigante et physiquement et psychologiquement, que c'est chronophage, que c'est des horaires compliqués et que finalement ça ne m'animait pas suffisamment pour que je me lance là dans ce projet alors que j'étais déjà au bout de ma vie à l'issue d'un an d'avocate en fait. Mais j'étais hyper déçue de pas finalement que ça soit pas ça parce que c'était la petite idée que j'avais et qui me tenait voilà. Donc du coup je me retrouve encore un peu à zéro et en revanche ce que j'avais identifié c'était que depuis toujours je suis intéressée. L'hygiène de vie, ça fait partie de la manière dont je vis, donc une alimentation saine, du sport, le plaisir, tout ça c'est quelque chose qui me plaît depuis très longtemps. Et j'assiste à un atelier sur le petit déjeuner qui était animé par une naturopathe. Et là j'ai un déclic par rapport à l'approche. Je me dis c'est waouh, c'est hyper intelligent, c'est global, c'est beaucoup de bon sens. Et du coup j'assiste à une série d'ateliers sur des thématiques différentes. Avec la même naturopathe? Alors c'était avec des naturopathes différentes. C'est la Minute Papillon qui faisait ça, alors qu'il fait ça encore mais sous un format un peu distinct. Là on était sur des réunions, des ateliers hebdomadaires sur le petit-déj, sur les protéines, sur les féculents, sur le sommeil, sur le stress, voilà. Des problématiques que tout un chacun peut rencontrer. 1 heure avec une naturopathe, j'ai trouvé la formule hyper intéressante et j'ai vraiment découvert une approche que j'ai trouvée hyper intelligente. Et toi, tu connaissais déjà un peu la naturopathie avant? Du tout. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Et j'ai creusé cette idée. J'ai du coup rencontré des naturopathes, fait jouer un petit peu mon réseau de hypnothérapeutes, ostéopathes qui pouvaient connaître des naturopathes. Je me suis renseignée sur les écoles et de fil en aiguille, après avoir quand même hésité parce que c'est une profession qui a ça de pas reconnue. Donc quand tu tapais 8 endroits, c'est pas vraiment vers ce vers quoi tu te dirigerais naturellement. Donc j'ai hésité et puis je me suis dit un peu comme pour le concours d'avocat, je veux pas regretter. Donc je me suis inscrite à une école pour une formation à temps plein et que j'ai intégrée il y a 2 ans. Donc c'était une rentrée en octobre pour une formation sur 1 an en continu. Donc finalement tu as eu 1 an de battement. Exactement. Entre la fin de ton exercice en tant qu'avocate et le début de ta formation. C'est ça. Et ça a été 1 an que tu as dédié vraiment à rencontrer des gens, questionner. Et business market, tout ce truc. Je pensais que ce serait plus rapide, vraiment, j'ai trouvé que c'était long. Je pensais, moi, qu'en 6 mois, ce serait bouclé. Et en fait, ça a été long. Ouais, mais c'est long, une reconversion. Mais moi, je trouve ça long. Parce qu'en fait, entre le moment où tu pars, même si t'as une petite idée, et toi, en plus, t'avais pas d'idée, donc c'est-à-dire que... Mais même si t'as une petite idée, avant de la faire mûrir, de la faire grandir, de la tester d'une part, de se rendre compte que ça en fait non, d'affiner en fonction de... en fait ça prend vite du temps quoi. Et c'est aussi pour ça que je trouve ça difficile. Il y a des personnes qui n'ont pas le choix, mais c'est difficile de faire ça quand tu travailles, que t'as la tête dans le guidon. Totalement. Et donc, à part ce coaching où t'as dit que ça avait des aspects pas faciles, parce que c'est une introspection, c'est faire des croix sur des choses, accepter certaines choses de soi, en reconnaître d'autres, en éliminer d'autres et tout. Est-ce que, je sais pas, quel souvenir tu gardes de cette année que tu t'es offerte, quoi? Parce que... Oui, alors je l'ai pas vraiment vécu comme ça, mais pas vécu comme ça.
Ça a été compliqué. Ça a été compliqué parce que tu es plus dans finalement le cadre un peu normal de la société. Toutes tes copines, elles bossent forcément, ton copain il bosse aussi. Donc tu te sens un peu à l'écart. Parce que quand bien même tous les jours tu réfléchis à ce que tu vas faire et tous les jours tu t'organises pour pas rester sur ton canapé à rien faire, n'empêche que le matin tu t'es fait pour aller bosser et que du coup ça te met un peu à l'écart du rythme de la société tel qu'il est actuellement. Et puis tu fais aussi une croix sur plein de choses que tu faisais quand tu étais avocate et que tu gagnais des sous, clairement. Donc c'est aussi moins drôle d'être à Paris quand tu peux pas aller au resto, par exemple. Donc du coup, ou moins en tout cas. T'as redécouvert ta cuisine. Donc du coup, ça a été une année pas facile. Pas facile. Après, j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir me permettre d'avoir une année pour moi. Clairement, ça c'est une très très grande chance. Si c'était à refaire, je le referais. Mais effectivement, si ça avait été plus rapide, j'aurais signé pour quoi. Donc finalement, quand tu as commencé ta formation, ça a été aussi un soulagement de te dire que tu reprenais ce rythme. Exactement. Ça y est, je partais dans quelque chose de défini. J'avais un début, j'avais une fin. C'était un cadre qui me rassurait du coup. Alors j'ai 2 questions. Dis-moi. Qu'est-ce qu'ont dit les gens autour de toi quand tu as annoncé que tu te reconvertissais? Première question. Et deuxième question, je te la reposerai peut-être après, mais qu'est-ce que tu disais quand tu devais te présenter à une soirée et qu'on te disait qu'est-ce que tu fais dans la vie, puisque les gens se posent toujours cette question, comment est-ce que tu répondais? Alors déjà, ce que se sont dit les gens, alors mes amis, en règle générale, les gens que je connaissais pas étaient assez surpris. Les gens qui me connaissaient, alors j'ai plusieurs copines qui m'ont dit t'es sûre, est-ce que tu ne voudrais pas essayer justement un cabinet une structure plus petite où il y ait moins de pression, mais pour le coup elles voyaient toutes que j'étais un peu au bout de ma vie et que de toute façon c'était une bonne chose que j'arrête et que je m'écoute vraiment, alors que c'est quelque chose que j'avais pas fait depuis des années parce que je voulais aller j'avais un objectif et que je voulais l'atteindre sans penser aux à côté. Donc plutôt beaucoup de bienveillance et de soutien de la part de mes amis, de la part de ma famille aussi. Clairement mon papa a flippé à mort et a pas je sais pas s'il a compris maintenant, mais a pas du tout compris pourquoi est-ce que je quittais une profession je pense prestigieuse, je gagnais bien ma vie pour rien en fait, pour l'inconnu. Je pense que c'était beaucoup d'inquiétude de sa part, mais effectivement il a pas bien vécu. Et toi, comment t'as vécu le fait que pas bien non plus du coup, parce que t'as réussi à le rassurer quand même ou toi-même du coup ça m'a plutôt un peu paniqué, parce que je me suis dit parce que dans ces périodes de la vie il y a une grande incertitude et effectivement il y a un besoin de se raccrocher à des piliers, à des personnes qui nous soutiennent et qui nous rassurent et qui nous disent tout va bien se passer. Donc effectivement ça m'a plutôt plus fait flipper qu'autre chose. Mais par la suite il m'a beaucoup aidé et dans le cadre de ma formation. Donc c'est un soutien que j'ai pas eu émotionnellement à l'instant T, mais que j'ai eu ensuite de façon indéniable et certaine. Et puis deuxième question, comment je me présentais? Je pense que je disais que j'étais avocate et je venais d'arrêter. Je venais d'arrêter et quand on me demandait qu'est-ce que j'allais faire, je leur disais que au départ que je voulais être serveuse, ou que je l'étais quand c'était pendant la période où je l'étais, et que j'allais réfléchir à ce que j'allais faire. Et les gens, alors surtout les avocats, étaient plutôt, je voyais des étoiles dans les yeux quand je le disais. Donc, et encore mais maintenant, c'est l'objet même de ces... C'est drôle parce que c'est l'objet même de ces interventions, c'est que c'est ces étoiles dans les yeux et à la fois ça, moi je sais pas quoi faire d'autre et tout. C'est ça. Et c'est vrai que en règle générale, les gens que je rencontrais trouvaient que j'avais eu beaucoup de courage d'arrêter pour être un grand saut dans le vide, quoi. Donc parce qu'on est très nombreux à la trentaine ou après ou avant à se dire que finalement on est parti dans une voie qui nous va pas, mais on a beaucoup trop peur pour la quitter, quoi. Il y en a beaucoup qui la quittent pas d'ailleurs. Ouais. Et donc
Enfin voilà, tu le vivais pas, tu le vivais assez sereinement de dire ben voilà, en ce moment je suis serveuse et puis je réfléchis à ce que je fais, ou c'était quand même un peu une... Non, c'était pas du tout un poids. Ouais. Non, je le vivais très sereinement. Ouais. Je crois que c'est le fait d'être un peu sûre d'avoir pris la bonne décision, ouais. Et d'être mieux maintenant qu'il y a 6 mois ou il y a 1 an. Clairement. Et finalement ça... Ouais, parce que je me souviens que... Tu vois, là j'ai un souvenir qui me revient d'un nouvel an que j'avais passé avec des amis d'amis, et on pose la question de comment ça se passe au cabinet, et donc c'était le nouvel an, c'était le 31 décembre, période de décembre qui suivait, donc je faisais 3 mois que j'étais au cabinet, et je me souviens avoir eu la gorge serrée et avoir dit je veux pas en parler, enfin voilà, tellement ça me pesait quoi. Donc les soirées, une fois que j'avais démissionné, c'était quand même plus sympa quoi. Ouais. Il y avait une angoisse, c'était une certitude, et ça m'allait pas de pas avoir trouvé, que ça prenne du temps. Mais c'était pas la boule au ventre du lundi matin quoi. Ouais. Donc tu commences cette formation, ça te fait du bien de raccrocher les wagons et d'entrer dans quelque chose de concret. Ouais. Et d'avoir un rythme finalement scolaire qui a ses défauts clairement, parce que rentrer revenir à l'école c'est pas hyper drôle, mais qui te met dans un rail en fait. Et t'étais contente de ta formation, ça t'a plu? Alors ça m'a plu, pour être parfaitement transparente, j'avais hâte qu'elle termine, parce que hâte d'exercer, voilà. Ouais. Là ça faisait 2 ans que je travaillais pas, j'avais hâte de revenir dans cette vraie vie entre guillemets, parce que là quand même j'étais dans un rythme du coup plus normal, n'empêche que c'est un rythme scolaire qui est pas le même que le rythme de tous tes amis, que le soir tu dois bosser, le week-end aussi, alors que normalement quand tu travailles, t'es pas censé réviser tes cours, apprendre tes cours le soir et le week-end. Donc du coup j'avais hâte de mettre le pied à l'étrier et de re-rentrer dans la vie active. Puis c'est dur quand t'as été dans la vie active, que t'as servi des clients, que t'as été dans le dur et dans le très pragmatique, de retourner dans quelque chose de beaucoup plus théorique. Alors après, théorique. Après comme c'était une matière que je connaissais absolument pas, il y avait beaucoup de découvertes, donc c'était intellectuellement très intéressant. Mais n'empêche que ça reste, t'es sur une chaise pendant 8 heures et t'es à l'école. Donc, et t'as pas eu à un moment tu t'es pas dit en fait la naturopathie ça me plaît pas, ou non, ça a tout de suite été un coup de cœur? Non, ça a pas tout de suite été un coup de cœur. Et c'est aussi pour ça que j'avais hâte d'exercer, que ça se termine, parce que je voulais l'exercer à ma manière, avec mon propre, ma propre personnalité, ma propre approche, parce que sur certaines interventions qu'on pouvait avoir, je me reconnaissais pas du tout. Par exemple sur la rigidité que certains naturopathes, dont certains naturopathes peuvent faire preuve, notamment vis-à-vis de l'alimentation. Moi, clairement, je me disais que les vrais gens dans la vraie vie, ils habitent à Paris, ils sont stressés, tu peux pas leur demander de manger que des graines. Alors, c'est exagéré de le dire comme ça, mais il y a certains naturopathes qui sont extrêmement, extrêmement stricts. Et l'importance du plaisir dans la vie, y compris dans l'alimentation, c'est quelque chose qui est essentiel en fait. Et de toute façon, la naturopathie, c'est de l'hygiène de vie. Et l'hygiène de vie, c'est du long terme. Et pour tenir sur du long terme, il faut qu'il y ait du plaisir. Si c'est que de la frustration, si c'est que de la rigidité, c'est pas possible en fait. Donc voilà, il y a eu plusieurs interventions où je me suis dit, mon Dieu, s'il y a besoin d'être aussi rigide pour qu'il y ait des résultats, c'est pas possible. Moi, je me reconnais pas dans ce raisonnement-là, dans cette approche-là. Et ça t'a fait peur de dire, en fait, ça se trouve... Je trouve que c'est encore pas ça, clairement. Non, il y a eu des petits coups de flip... il y a eu des petits coups de flip. Et puis la formation s'est terminée. Et très rapidement, d'ailleurs avant même qu'elle se termine, je commençais déjà à faire des consultations à des copines, à ma famille, pour tout de suite voir en pratique ce que ça faisait. Et puis j'ai été diplômée, que je me souviens, en novembre. Et puis j'ai passé une certification supplémentaire en décembre. Et j'ai intégré un cabinet en janvier. Donc très rapidement, je me suis installée pour tout de suite exercer et tout de suite voir si c'était ça qui était fait pour moi. Donc ça fait 1 an? Ça fait 1 an tout juste. Ça fait 1 an tout juste. Est-ce que tu veux revenir sur cette année, cette première année d'installation et d'exercice? Hyper positive parce que pareil, de plus en plus de clients, c'est beaucoup de bouche à oreille et c'est des gens qui sont contents et qui me recommandent auprès de
leur entourage, leur famille, donc ça c'est hyper gratifiant. Je vois pas passer le temps pendant les consultations et ça c'est juste un bonheur absolu. Je me sens utile au quotidien, les gens reviennent et sont contents et en fait c'est juste c'est un plaisir absolu de se dire j'ai servi à quelque chose, j'ai fait du bien en fait. Et ça c'est vraiment quelque chose qui me manquait et que je voulais retrouver dans mon trouver ou découvrir dans mon futur job. Donc ça c'est vraiment génial. Après, aucun job n'est parfait. Clairement, le statut libéral où, quand t'es dans un cabinet, oui, t'es en libéral, mais les clients, ils viennent à toi, parce que c'est ton associé qui te les apporte. Quand t'es tout seul dans ton cabinet, tu vas chercher les clients, donc il y a toute une partie de démarchage et de commercial auquel on n'est absolument pas formé. Donc ça, c'est un travail en parallèle qui est essentiel, parce que tu peux être extrêmement compétent. Si personne ne le sait, bien entendu, personne ne viendra. Donc ça c'est une partie du travail qui est importante et qui peut être compliquée parce qu'il y a aussi la peur outre la peur de pas être compétente, t'as la peur de pas avoir de clients. Donc ça c'est un travail quotidien et voilà. Mais effectivement si je dois faire un bilan, le bilan il est très positif. Il est très positif et pour le coup je suis certaine d'avoir trouvé le job qui me va quoi. Ouais. Donc ça c'est. Est-ce qu'il y a un moment où tu te souviens d'un moment où tu t'es dit ouais vraiment je suis au bon endroit? Alors je me le suis dit dès la première consultation en fait. Dès la première consultation. Ouais. Dès la première consultation où je vois qu'il y a une. En fait, je fais souvent le parallèle entre la réflexion intellectuelle et l'exercice intellectuel qu'il y a quand tu es avocate et celui que tu peux avoir quand tu es naturopathe. Finalement, les personnes viennent avec une problématique. Moi, j'ai des outils et mon idée, c'est de tirer le fil pour trouver la solution, en fait. Donc voilà, il y a toute une démarche intellectuelle qui est hyper enrichissante parce qu'une des grandes caractéristiques de la naturopathie, c'est que tu n'es absolument pas dans le symptomatique, tu es vraiment dans rechercher la cause de la cause. Donc du coup, voilà, il y a une réflexion et un travail intellectuel qui est vraiment intéressant. Voilà, si je dois faire un parallèle avec ce métier d'avocate, voilà, cette stimulation intellectuelle, elle est distincte, mais je la retrouve au quotidien. En plus de la gratification que j'ai de revoir les gens un mois et demi et que la problématique soit résolue. Donc c'est juste génial. Et tu disais que du coup, tu as dû apprendre finalement à être une vraie libérale. Ouais. C'est-à-dire une libérale qui va chercher ses clients. Ouais. Comment tu fais? Mon premier réseau, ça a été mes copines avocates stressées. Clairement, ça a été mes premières clientes. J'ai rapidement intégré un groupe qui s'appelle le BNI, qui te permet de connaître parfaitement l'activité de chacun des membres du groupe et que chacun des membres du groupe se recommande. J'ai dû voir presque la moitié des membres du groupe en consultation individuelle, donc des super prescripteurs parce que contents des résultats qu'ils avaient obtenus. Donc ça vraiment ça a été un levier qui m'a permis et qui me permet encore de développer mon réseau hyper important. Et ensuite j'ai fait en sorte, et je continue parce que c'est un travail de tous les jours clairement, d'être la plus ouverte possible et voilà, de faire du networking et d'être à l'ouverte à l'écoute de toute opportunité de business qui pouvait se présenter. Et c'est une partie qui te plaît ou pas? Et c'est une partie du métier qui me plaît beaucoup. Parce que c'est hyper intéressant de parler de ton métier et de voir les interactions que tu peux avoir avec d'autres professions. Mais c'est quand même c'est un travail. Enfin, ça pourrait être un travail à temps plein en fait. Donc voilà, il faut réussir à bien dispatcher le temps que tu passes à ton développement d'activité et le temps que tu passes dans le vif du sujet, le temps que tu passes à te former aussi parce que c'est essentiel. Et ce que je veux faire aussi, que j'ai commencé à faire au cours de cette première année, mais là c'est quelque chose que je veux faire vraiment de façon très, très récurrente, des formations pour être de plus en plus compétente et avoir de plus en plus de cordes à mon arc. Donc ça c'est vraiment essentiel pour les années à venir. Donc voilà, il faut réussir à gérer son temps sur ces trois axes, le développement clientèle, l'exercice de la profession en lui-même et la formation. Voilà, clairement. Et en plus de tes consultations, est-ce que tu as envie d'ailleurs maintenant de ton activité? Est-ce que tu arrives à... Ouais, j'ai envie. L'objectif c'est que je gagne aussi bien ma vie que quand j'étais avocate, donc j'y suis pas encore clairement. Non, mais ça veut dire qu'au bout d'un an d'activité, ça y est, t'es rentable en fait. Ouais. Donc c'est cool. Non, c'est cool. Après, clairement,
Voilà, pour être toujours aussi transparente, je suis hyper épanouie dans mon job, mais on vit bien à Paris quand on peut aller... Enfin, moi, j'estime qu'on vit bien à Paris quand on peut aller au resto, au théâtre, au ciné, et que là, je gagne pas suffisamment bien ma vie pour pouvoir faire tout ce dont j'ai envie, ou voilà, faire autant de restos que j'aimerais. Voilà, je fais encore très attention. Bon, mais ça fait qu'un an, donc... Ça fait qu'un an, donc c'est plutôt très positif. Ouais. Mais voilà, je suis pas satisfaite. C'est très bien de l'objectif financier. Ouais, ça m'oblige. C'est un plaisir, ça mais voilà, c'est un objectif financier à atteindre. Et d'ailleurs, tu me disais que tu voulais développer du coup la formation, en parallèle, voilà, c'est ça. Entreprise. C'est ça. Mon activité, voilà, elle est sous forme de deux branches. La première, consultation individuelle, et il y a tout l'aspect intervention d'entreprise, où je propose à la fois les consultations individuelles aux collaborateurs et les ateliers collectifs, où on est une quinzaine de personnes, un atelier d'1 heure, d'1 heure et demie, sur une thématique particulière qui est liée au bien-être au travail, mais qui permet d'avoir à la sortie d'ateliers des conseils concrets, réalistes, pratiques, sur ce que tu peux mettre en œuvre pour, par exemple, mieux t'alimenter à l'occasion du petit-déj pour éviter de... être obligé de faire une sieste l'après-midi, ou d'avoir un énorme coup de barre après la pause déj, pour apprendre à me gérer son stress et à mieux dormir. Voilà, tous ces outils qui te permettent d'être mieux dans ta vie pro, parce que t'as pas mal au bide, parce que t'es pas en tension, parce que t'as bien dormi, et de façon tout à fait naturelle dans ta vie perso aussi. Voilà. Est-ce que, t'as déjà été contactée par des cabinets, ou tu l'as fait pour des avocats déjà ? Alors, je l'ai fait déjà. C'est en cours, mais et ça, c'est clairement le job de démarchage qui prend du temps. Ouais. Voilà. Enfin voilà, ça fait partie de mes objectifs d'intervenir en cabinet, clairement. En plus, tu les connais. C'est ça. Tu connais Disons bien que, la problématique. C'est ça. Les problématiques, ne sont pas du tout inconnues, et je suis à même de leur proposer des trucs qui soient pas irréalistes, parce que pas faisables concrètement dans la vie d'un avocat. Voilà. Donc ça fait partie des to-do list, ma to-do list pour l'année à venir. Donc sans regret. Donc sans aucun regret. Sans aucun regret, mais sans aucun regret non plus d'avoir été avocate, parce que ça m'a permis d'acquérir beaucoup de rigueur. C'est ce que j'allais te demander, ce que ça t'apporte, ce que ça t'a apporté. Clairement, beaucoup de rigueur, la synthèse, tout ça, c'est quelque chose que j'utilise au quotidien dans mes consultations. Voilà, je pars pas dans tous les sens, je passe en revue point par point, le truc est carré, et en tout cas c'est comme ça que je le veux. Et encore une fois, le raisonnement intellectuel, je le mets en œuvre là dans cette matière-là, donc ça m'a apporté beaucoup. Et puis, pour être tout à fait franche aussi, le fait de dire aux gens, ou qu'ils sachent que je suis une ancienne avocate, bon, c'est con, mais ça rassure en fait. Ça... Ils se disent que t'es pas dans l'ésotérique. C'est ça, exactement. Et quand bien même l'ésotérique peut aussi très bien fonctionner, tu attires aussi les personnes qui finalement te ressemblent un peu. Et donc du coup, j'attire les personnes qui sont plutôt vers des choses qui sont plus cartésiennes, et moins dans l'ésotérique, comme des personnes qui sont plus dans ce genre de techniques, vont être attirées par des praticiens qui sont plus sensibles à ce genre de choses, et qui en auront des résultats tout à fait probants en fait. C'est juste qu'il faut trouver la technique, le praticien qui correspond à ce qu'on est vraiment, et à la façon dont on fonctionne. Qui te parle, que tu comprends, c'est beaucoup, voilà, c'est ça. Et c'est beaucoup de feeling, clairement. Et pour terminer, juste des petites questions. Oui. Une source d'inspiration actuelle. Une source d'inspiration. En fait, non, je fonctionne plutôt aux objectifs que aux sources d'inspiration. Donc c'est plutôt des objectifs que je me fixe, et j'ai jamais eu trop de sources d'inspiration. Donc là, ton objectif ? Donc là, l'objectif, c'est gagner aussi bien ma vie que quand j'étais avocate, tout en continuant à prendre un plaisir fou dans ce que je fais en fait. Et cet objectif financier, il passe par le développement de ma clientèle de particuliers, et le développement de mes interventions en entreprise. Donc ce qui t'inspire, c'est ta vie d'entrepreneuse. C'est ça, exactement. Et puis, parce que c'est aussi important, c'est même plus important, et c'est surtout continuer à être hyper compétente, et continuer à avoir de bons résultats sur toutes les problématiques qui peuvent m'être soumises en fait. C'est même la première, voilà, je peux pas te dire. T'as réussi à tourner ton perfectionnisme en ta faveur, parce que ouais. Le fait de le mettre au service de ta propre activité. Ouais. Et puis du bien-être que j'apporte en fait. C'est vraiment
c'est vraiment hyper nourrissant et hyper gratifiant de faire du bien aux gens, quoi. Parce que vraiment, le job du naturopathe, c'est de donner des clés pour que les personnes réalisent ce qui leur convient, ce qui leur convient pas dans leurs habitudes de vie, et des clés qui leur permettent d'optimiser même leur santé, parce que c'est une approche qui permet vraiment d'accorder beaucoup d'autonomie à la personne. C'est beaucoup de responsabilité, parce que je pourrais jamais manger à ta place ou faire du sport à ta place. Et du coup, c'est hyper gratifiant de voir que tu as transmis les bonnes clés, que tu es parti sur les bonnes pistes, parce que en fonction des problématiques, il y a plusieurs pistes qui vont être envisageables, qu'on a trouvé une solution et que la personne a accroché et que du coup elle a mis en œuvre les recommandations que tu lui as faites. Voilà, donc c'est hyper positif. Une joie, ta dernière joie. Ma dernière joie. Écoute, elle est hyper récente. J'ai intégré en fait un institut qui s'est spécialisé dans la prise en charge des patients atteints de cancer ou post-cancer. Et j'avais hier une dame qui a été diagnostiquée très récemment, qui est là sous chimio et qui est sortie de la consultation ravie. Et qui a rencontré un membre de l'équipe dans l'ascenseur, la porte était ouverte et j'ai entendu, et elle ne tarissait pas d'éloges de la consultation qu'on venait de passer, et elle était hyper contente, et c'était une grande joie parce que je me suis dit, elle connaissait absolument rien à la naturopathie, elle est venue parce qu'on lui a dit de venir, et je suis persuadée que on va s'appeler dans 15 jours pour faire un petit point de déjà ajuster les préconisations que je lui ai faites, et je suis persuadée, je mettrai quasiment ma main coupée qu'elle aura suivi l'intégralité des recommandations que je lui ai faites et qu'elle aura trouvé, qu'elle en aura ressenti déjà un bénéfice. Donc c'est génial. Voilà. Ben, super, c'est vrai que à mes invités avocats, je leur demande ce qu'ils portent sous leur robe, mais tu n'as plus de robe, donc cette question tombe complètement à l'eau. Merci beaucoup Cécile. Merci à toi. Si vous aimez le podcast, laissez-moi un commentaire et une bonne note sur iTunes ou l'application podcast que vous utilisez pour lui donner de la visibilité. Je laisse aussi l'email de Cécile en note de l'épisode pour que vous puissiez lui envoyer des mots doux. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.